Aujourd'hui, on va parler des théories de graphes et particulièrement de l'algorithme de Ford et de Fulkerson dans un cas de problème de flow dans un réseau de transport. Nous allons directement expliquer toutes ces notions dans un exercice pratique en revenant à chaque fois pour expliciter certaines notions techniques. Prenons le cas de notre exercice d'application ici où on nous présente 3 usines qui doivent approvisionner 3 dépôts à partir desquels les clients doivent être desservis. Les capacités de production des usines, les demandes des dépôts, ainsi que les capacités de transport des usines vers les dépôts en tonnes sont données à travers le tableau suivant où on a D1, D2, D3 qui représentent les demandes et U1, U2, U3 qui représentent les usines. 30, 24, 42, 36, 30, 30. On a les données 21, 9, 6, 15, 6, 24, 3, 12 et 24. Là, c'est notre tableau qui contient les usines et les données. L'objectif ici est la satisfaction maximum de la demande. La question qu'on nous pose est premièrement de modéliser cette situation par un graphe, puis la deuxième question c'est de déterminer un flow complet. La troisième question, on pose la question de savoir peut-on satisfaire toutes les demandes qui sont mentionnées dans le tableau ci-après. Alors, on va commencer par expliquer certaines expressions. Ici, il s'agit d'un problème de réseau de transport. Le problème de réseau de transport, c'est d'abord quoi un réseau de transport? Par définition, on note que un réseau de transport, c'est un graphe orienté ayant une source S et un puits P. Maintenant, la source contient les arcs, c'est de la source que les arcs sortent et c'est du puits. Les arcs sortent de la source pour arriver au puits. Dans le puits, on ne peut pas arriver d'arc sortant, c'est faux. Et aussi la même chose, pour la source, on ne peut pas aussi avoir d'arc qui arrive. On parlera également de flow dans cette vidéo, puisqu'il s'agit ici d'un problème de flow dans un réseau de transport. Le flow, ça se définit comme étant l'ensemble des quantités de matière qui quittent de la source vers le puits. Le lieu de départ, c'est la source et à la fin, on arrive au puits. On dira que le flow est complet s'il n'y a plus de chemin non saturé quittant de la source vers le puits. Si en quittant de la source vers le puits, tous les chemins qu'on doit emprunter sont saturés, on dira que le flow est complet. On va parler de la saturation un peu plus tard. Et on dira que le flow est maximum si en revanche on transporte la quantité de matière maximale possible de la source vers le puits. Si on a transporté la grande quantité de matière possible de S vers P, là on parle de flow maximum.
Le trait qu'on représente ici, qui tend de S vers P, ça s'appelle l'arc. On va essayer d'illustrer ce qu'on entend par arc et comment est-ce qu'on représente ça ici dans un réseau de transport. Un arc est représenté par un point de départ et le point d'arrivée. On parlera d'arc orienté lorsqu'il y a bien évidemment le point d'arrivée et le point de départ. Ici, on va représenter F de A sur F de C sur chaque arc de notre graphe orienté. F de A va représenter le flux de l'arc, c'est-à-dire ce que l'arc contient à l'instant T, ou bien ce que l'arc peut transporter à l'instant T. Et maintenant, C de A va représenter la capacité de l'arc, c'est-à-dire la quantité maximale que cet arc peut contenir dans ce réseau. Nous parlerons également dans cette vidéo de la capacité résiduelle. La capacité résiduelle ici, c'est tout simplement sigma qui représente C de A moins F de A, c'est-à-dire la capacité de l'arc moins le flux de l'arc. Et lorsque cette valeur est nulle, c'est-à-dire que lorsque C de A égale à F de A, on dira, c'est à ce moment-là qu'on va parler de saturation. On dira qu'il y a saturation. Voilà donc les termes techniques que nous allons utiliser tout au long de cette vidéo. Nous allons commencer donc par répondre à la première question de notre exercice d'application. On nous demande ici en un de modéliser la situation par un graphe. Nous avons parlé tout à l'heure que un graphe, ce réseau est un graphe orienté ayant une source S et un puits P. Nous allons représenter notre point S qui représente la source et le puits P. Dans l'énoncé ici, on a parlé de 3 usines qui doivent approvisionner. Donc les usines seront directement connectées aux sources, puisque ces 3 usines font partie intégrante de la source S. Nous allons donc lier U1, U2 et U3 directement à la source. Et on a aussi parlé des demandes de dépôt en représentant D1, D2, D3. Ces dépôts représentent directement le puits, c'est-à-dire l'endroit où seront acheminés tous les produits issus de notre source. C'est pourquoi nous allons relier D1, D2 et D3 à P. Puis, sur chaque arc que nous avons représenté, nous allons mentionner sa capacité, la capacité de l'arc qu'on a donné dans le tableau ci-après. On a dit que l'usine U1 pouvait transporter 36, U2 c'est 30, U3 c'est 30. Maintenant, du côté de la destination des demandes, D1 peut recevoir maxi 30, D2 maxi 24, D3 maximum 42. Maintenant, U1 est lié à D1
U1 est encore lié à D2, D3 et D4. Nous allons lier U1 à D2 aussi, lier aussi U1 à D3. Et nous allons mentionner sur chaque arc la valeur de la capacité de l'arc. On va un peu allonger pour ne pas que ça nous dérange dans la suite de notre vidéo. Sur 6. U2 est également lié à D1, D2 et D3. Nous allons également mentionner leur capacité de l'arc. 15. On va mentionner ça à quel niveau? Oui. 6 et 24. U3 également est lié à D1, D2 et D3. On va également mentionner leur capacité. 3, 12 et 24. Ainsi, nous avons déjà trouvé notre graphe ou bien modélisé notre situation. Nous allons mentionner, puisqu'il s'agit ici d'un graphe orienté, n'oublions pas toujours d'orienter nos arcs en mettant les flèches. Ainsi, la situation a été donc modélisée par un graphe. Grâce à cette graphe, on peut directement lire ou bien reconstituer notre tableau. Maintenant, en deuxième question, on nous demande de déterminer un flot complet. Alors, pour répondre à cette question, nous allons essayer d'expliquer certains trucs. On demande de déterminer un flot complet. Ici, on va utiliser l'algorithme de Ford et l'algorithme de Ford et Fulkerson. C'est un algorithme qui a plusieurs étapes et nous permet de déterminer ou bien de saturer facilement nos chemins. Premièrement, nous allons recenser tous les chemins qu'il y a sur notre graphe qu'on a représenté. Puis, nous allons déterminer la capacité résiduelle de chaque chemin. Et enfin, nous allons fermer les chemins, c'est-à-dire les saturer les chemins. Ceci en utilisant la capacité résiduelle qu'on a identifiée, CO, sigma, jusqu'à obtenir un flot complet. Rappelons aussi que le flot complet, on parlera de flot complet lorsqu'il n'y aura plus de chemin non saturé qui tend de S vers P. Lorsqu'il n'y a plus de chemin saturé qui tend de S, la source,
vers P. En d'autres termes, le fait de déterminer le flot complet ici, on va déterminer le flux, c'est-à-dire F de A, pour chaque arc, de telle sorte que, en quittant de S pour arriver à P, nous n'ayons plus de chemin. Nous n'ayons plus un chemin intégral où sigma n'est pas égal à 0. Nous allons relever ici tous les chemins possibles de notre graphe. Comme premier chemin, on peut quitter de la source, aller à U1, puis D1, puis P. On note ici S, U1, D1, P. On a aussi la possibilité de quitter de S, U1, D2, P. Et encore S, U1, D3, P. On va noter les numéros des chemins. 2, 3, S, U1, D2, P. S, U3, U1 plutôt, U1, et D3, P. Quatrième chemin, 5, 6, 7, 8, 9. Tout ça, les sources, c'est S. U2 également, on a 3. U3 également, on a 3 chemins. Quittant de U2, on a SU2, D1, P. SU2, D2, P. SU2, D3, P. SU2, D1, P. SU2, D2, P. U2, D3, P. La même chose pour U3. SU3, D1, P. SU3, D2, P. SU3, D3, P. D1, P. D2, P. D3, P. Maintenant, on va relever sur chaque arc la capacité A qu'on avait au départ. SU1 c'est 36, SU2 la valeur qu'on avait au départ c'est 30, on aura SU2 30, SU3 est représenté également par 30, on aura 30, SU3 30, SU3 30. La même chose ici, U1 D1, U1 D2, U1 D1, U1 D2, U1 D3. On a 6, 9, 18. On va noter toutes ces valeurs, 21 plutôt. On va noter toutes ces valeurs sur les arcs.
Maintenant qu'on a déjà recensé tous les chemins de notre graphe, nous allons relever ici. On compte au total 9 chemins. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de trouver la capacité résiduelle de chaque chemin. On va chercher sigma de chaque chemin. On va chercher cette valeur minimale, le minimum de la valeur qu'il y a sur chaque chemin, et on va noter ça ici à côté. Pour le premier chemin, la plus petite valeur, on a 36, 21, 30. La plus petite valeur, c'est 21. Deuxième chemin, sigma égale à 9. Troisième chemin, la plus petite valeur égale à 6, sigma égale à 6. Quatrième chemin, sigma, la plus petite valeur égale à 15. On complète comme ça jusqu'à la fin. Dès qu'on finit de relever toutes les capacités résiduelles de tous ces chemins, on va chercher parmi ces capacités résiduelles la plus grande valeur, c'est-à-dire le maximum de tous ces minimums. Et on va chercher à le saturer. C'est-à-dire, on va revenir dans la liste de nos chemins ici, chercher quelle est la valeur sigma qui est le plus grand. On trouve que pour le chemin 6, sigma égale à 24. Pour le chemin 9, sigma égale aussi à 24. La plus grande valeur ici est donc égale à 24, où on a le chemin 6 et le chemin 9. Comment les saturer? Vu qu'on a deux valeurs, on voit ici que D3P revient dans les deux chemins. Donc c'est l'arc commun entre les deux chemins qu'on a trouvé, sigma égale à 24. Pour savoir si on doit chemin 6 et chemin 9, sigma égale à 24. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on va saturer les deux ou bien on va saturer juste un d'entre eux? Et s'il faut même saturer un, lequel est-ce qu'on va choisir? L'arc commun entre les deux, c'est D3 égale à D3P, ça donne 42. Or, si on décide de saturer les deux, on voit que 24 plus 24, lorsqu'on associe les deux, ça nous donne 48 qui est supérieur à 42. Donc, on ne peut pas saturer les deux. Et le choix se fait donc au hasard. Selon le décideur, le choix se fait au hasard. Dans notre cas, nous on décide de choisir de saturer le dernier chemin, c'est-à-dire le chemin 9. Je veux cocher ça juste. Je veux revenir dans notre graphe et saturer ce chemin. Vous allez voir comment est-ce qu'on sature. Tout au long de notre chemin, vous voyez que le chemin 9, c'est SU3D3P. Donc, quittant de SU3D3P, je vais mettre en F de A la valeur 24 que je viens de mettre, de saturer. Maintenant, je vois que la branche U3D3 nous donne 24 sur 24. Ça veut dire que F de A égale à C de A. La capacité résiduelle devient égale à 0. Et quand c'est 0, on a dit que l'arc est saturé. On va fermer ça. Maintenant, pour les autres arcs qu'on vient de mentionner
les valeurs de f de a, nous allons calculer le reste, c'est-à-dire la nouvelle valeur de sigma. Et on trouve que dorénavant, D3P aura plutôt la valeur 18. Puisqu'on avait au départ 42, maintenant on a retranché 24. Également, SU3 n'aura plus la valeur 30, mais plutôt 6, puisqu'on avait 30 au départ, mais on a retranché 6. Donc, partout où il y a SU3, on va enlever 30 et mettre plutôt 6. Enlever 30, mettre plutôt 6. Enlever 30, mettre plutôt 6. Dès qu'on finit comme ça, ce qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font les erreurs arrivées à ce niveau, il faut actualiser les capacités résiduelles qu'on avait relevées au départ. Je dis bien qu'il faut actualiser, notez bien ce mot, actualiser. Donc on va revenir sur notre chemin et voir si réellement sigma garde sa valeur ou non. On voit que par exemple pour le chemin 6, sigma n'est plus égal à 24, puisque la plus petite valeur, ce n'est plus 24 sur ce chemin, mais plutôt 18. Puisqu'on avait retranché dans 42, on avait retiré 24, il nous reste 18. Le reste, on voit que c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut faire après avoir actualisé les capacités résiduelles, c'est qu'il faut refaire le même processus. C'est-à-dire, après avoir identifié les capacités résiduelles, voir quelle est la plus grande valeur, saturer le chemin qui contient cette valeur et actualiser de nouveau nos capacités résiduelles. On va noter au fur et à mesure le flow qu'on choisit, c'est-à-dire les capacités résiduelles qui nous ont permis de saturer un chemin. Premièrement, nous avons eu la valeur 24. Nous allons mettre ça comme étant la valeur du flow. On voit que le premier chemin qui contient 21, actuellement on va saturer avec 21. On aura S1, U1 qui aura plutôt 21 sur 36. U1, D1 qui aura dorénavant 21 sur 21. Et ça sera saturé. D1P aura 21 sur 30. Maintenant, nous allons retrancher la valeur 21 partout où il y avait 36. Le reste, c'est 15. 36 moins 21, il nous reste 15. 15. D1P. Avant, c'était 30. Maintenant, ça devient 9. Le reste, 30 moins 21, il nous reste 9. On mentionne que le chemin 1 est déjà OK. Puis, ce qu'il faut faire, c'est actualiser les capacités résiduelles. Après avoir saturé avec 21. On voit que sur le deuxième chemin, c'est OK. Troisième chemin, OK. Quatrième chemin, ce n'est plus 15, mais maintenant, c'est 9. Sigma devient égal à 9. Également, OK. OK.
Ok. Ici, pour le chemin 8, ce n'est plus 12, mais plutôt sigma égale à 6. Après actualisation. Puis on va encore refaire la même chose, chercher la plus grande valeur parmi les capacités résiduelles restantes. Et on a trouvé 18. On voit sur tous les arcs qui contiennent cette capacité résiduelle, c'est-à-dire SU2D3P, on a U2D3 qui contenait 24, on va mettre 18 sur 24. SU2, on va mettre 18 sur 30. Donc partout où il y a SU2, nous allons enlever la valeur 30, retrancher 18 à l'intérieur. Et on aura 30 moins 18 qui nous donne 12. SU2, on voit que chemin 5, SU2 devient 12, SU2 devient 12. D3P qui est égal à 18. Quand on retire, on voit que le chemin 3 se sature automatiquement après avoir saturé le chemin 6. 18 plus 24, puis égal à 42. Déjà saturé. Et on ferme automatiquement. N'oubliez pas d'actualiser votre flow complet que vous notez. Après la valeur 24, nous avons utilisé la valeur 21, puis c'était la valeur 18. Maintenant, nous continuons encore avec le même processus. On actualise. Bon, on va barrer ce qu'on vient d'enlever. Comme il y a eu 0 sur D3P, on ne peut plus continuer avec le chemin 3 puisque ça ne sert à rien. C'est déjà saturé. On voit que maintenant sigma, la plus grande valeur de sigma égale à 9. Pour 2 et pour 4. Pour le chemin 2 et pour le chemin 4, on trouve que sigma égale à 2. Les chemins 4, plutôt les chemins 2 et 4, sigma égale à 9, ils ont la même capacité résiduelle, mais non pas d'arc commun. Comme ces deux éléments ayant le même sigma, mais non pas d'arc, alors on va les saturer au même moment. Ou bien même si on décidait de saturer l'un, puis de saturer l'autre, ça revenait toujours au même. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'on va les saturer au même moment. Nous allons ajouter 9 sur les différents arcs du chemin, ici du chemin 2 et du chemin 4.
et on actualise comme d'habitude. On continue avec les calculs et lorsque le chemin est saturé, vous voyez que nous utilisons le stylo rouge pour cocher juste à côté de la capacité résiduelle et on ferme nos graphes directement. On voit que le flow maintenant, on peut l'incrémenter. On voit que D1P devient également saturé. Déjà juste. D1P devient également saturé. Plus 9. On essaie un peu d'actualiser avant de continuer. On voit que le prochain chemin qui sera saturé, c'est le chemin 8. Avec sa capacité résiduelle 6. On va ajouter 6 sur le chemin 8. On a SU3 où on ajoute 6. Puis U3, U2 où on va encore ajouter 6. 6 ça devient 6 sur 12. Puis D2P où on ajoute 6. On a 6 plus 9. On voit que SU3 devient également saturé. On va mettre juste sur le chemin 8.
On a oublié ça. Vu que D1 P est déjà saturé, on avait oublié d'actualiser sa capacité résiduelle ici. Maintenant, il nous reste le dernier, sigma égale à 3. Ajoutez également plus 3 sur tous les arcs qui sont contenus dans le chemin 5. Plus 3 plutôt. Sigma égale à 3. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque l'un des arcs du chemin est déjà saturé, on peut directement rayer le reste des opérations à faire sur le chemin et cocher directement le chemin juste. On voit ici, on va d'abord calculer, vu qu'on a déjà fini avec tous les chemins, on va calculer l'application numérique, le nombre total de flots. Et on trouve 90. On va vérifier ici si ce flot est réellement complet. On voit que quittant de S pour P, nous avons l'autre est libre. On voit que c'est possible de passer vers U1. SU1 c'est libre. Puis de U1, on ne peut pas passer ni à D1 ni à D2, mais seulement à D3. Et quittant de D3 vers P, il n'y a pas de possibilité. Ce qu'on va conclure, c'est qu'il n'y a pas de chemin non saturé possible pour aller de la source S au puits P. Alors, on dira que ce flux est maximal. Et son flot est ce qu'on vient de calculer, 90. Puisque si on quitte de S pour aller à P, sans passer par un arc marqué en rouge, c'est impossible. Nous continuons donc à présent avec la troisième question que nous allons